Le soleil n'avait pas encore percé l'horizon lorsqu'Élodie Marchand, l'une des organisatrices de mariages les plus réputées de Normandie, arriva au château de Montreuil-sur-Mer où devait se dérouler le mariage le plus attendu de la région. Le château, bâti au XVIIe siècle et restauré des dizaines de fois, semblait flotter sous une douce brume, typique des matins côtiers français. Le vent froid qui griffait les vitraux annonçait une journée chargée et Élodie, habituée à gérer les imprévus, sentit ces tensions palpables, mais elle n'y prêta aucune attention. Sa réputation était irréprochable et son planning parfaitement organisé. La mariée, Camille Dupré, héritière d'une maison de vin séculaire, avait choisi chaque détail avec une obsession quasi artistique. Rien ne pouvait mal tourner. Le marié, Étienne Girard, avocat brillant, était réputé pour son calme et sa méthode. Ensemble, ils formaient le couple parfait, du moins aux yeux de la ville. Élodie, comme la plupart des personnes impliquées, ne connaissait que la surface de leur relation et ne s'était jamais interrogée sur ce qui se cachait derrière les apparences. Son rôle était d'exécuter, non d'enquêter. Tout en vérifiant la composition florale, Élodie remarqua les mouvements silencieux de Luc Morel, le photographe du mariage. Il était réputé pour son talent à saisir les émotions authentiques, même lors des événements les plus solennels. Toujours observateur, toujours discret. En passant près d'elle, il hocha la tête sans dire un mot, portant son appareil photo comme s'il était le prolongement de son corps. Le château s'éveillait lentement. Les cuisiniers déplaçaient de lourdes marmites, les fleuristes allaient et venaient, chargés de paniers de pétales, les assistants s'affairaient et des rires nerveux s'élevaient de la chambre de la mariée. Tandis que chacun vaquait à ses occupations, Élodie marchait d'un pas calculé, veillant à ce qu'aucun détail n'ait été négligé. Mais ce matin-là, quelque chose semblait clocher. En passant devant la salle où devaient être prises les photos de fiançailles, il remarqua qu'une des caméras de sécurité était éteinte. Un détail, peut-être insignifiant, mais le genre de détail qui attira son attention. Il s'approcha, vérifia les câbles et tenta de rallumer l'appareil. Rien à faire. Il soupira, ajusta son blazer bleu marine et poursuivit son chemin. Le mariage allait commencer dans quelques heures. Et une caméra défectueuse était bien le cadet de ses soucis à cet instant précis. À 8h30 du matin, elle a été vue pour la dernière fois traversant le couloir ouest du château, son bloc-notes à la main. Elle allait vérifier l'arrivée du fleuriste en chef. Il y avait des témoins, des documents, de brèves conversations. Rien de suspect, rien d'alarmant. Et puis, Élodie a disparu, sans bruit. Sans bagarre, sans témoin. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le château, d'abord parmi les domestiques, puis parmi le personnel de cuisine, jusqu'à ce que la mariée, déjà habillée, apprenne la nouvelle et soit prise de panique. Camille hurlait que tout allait bien, que ce jour était le plus important de sa vie, tandis qu'Étienne s'efforçait de garder son calme. Mais l'absence de l'organisatrice de mariage, celle-là même qui avait tout coordonné, fut un coup dur. Des recherches furent menées dans tout le château. Des portes furent ouvertes, des caves retournées de fond en comble. Personne ne trouva rien. Pas un seul objet lui appartenant, aucune trace, aucun indice de son départ. La seule certitude était que ce couloir ouest, étroit et silencieux, avait été sa dernière destination connue. La police arriva quelques heures plus tard, perplexe face à cette disparition soudaine. « Personne ne disparaît comme ça dans un château », répétèrent les enquêteurs. Le mariage, malgré l'insistance de Camille, fut annulé. La presse locale exploita l'affaire comme s'il s'agissait d'un thriller taillé sur mesure, mais le mystère demeura entier. Et il le resta pendant 18 ans. Au fil du temps, les théories se sont développées. Certains disaient qu'Élodie s'était enfuie délibérément. D'autres ont affirmé qu'elle avait été enlevée par une personne présente à l'événement. Certains croyaient même au passage secret. Après tout, les châteaux français en regorgeaient. Mais rien, absolument rien, n'a été prouvé. Jusqu'à ce que Luc Morel, le photographe silencieux de ce jour-là, aujourd'hui âgé de 57 ans, décide de rompre le silence.
Par un froid après-midi d'automne, il se rendit à la police pour signaler quelque chose qu'il avait gardé secret pendant près de 20 ans. Quelque chose qui, selon lui, pourrait enfin révéler où Élodie se cachait ce jour fatidique. Luc expliqua qu'il n'avait rien dit auparavant parce qu'il n'en était jamais sûr et que personne ne l'aurait cru. Et même maintenant, tant d'années plus tard, il semblait hésitant. Il portait avec lui une vieille mallette en cuir, et à l'intérieur, disait-il, se trouvait quelque chose qui allait tout changer. Les retrouvailles avec la vérité allaient enfin commencer. Mais le premier chapitre de ce mystère restait encore enveloppé d'ombre, de couloirs silencieux et de l'étrange impression que quelqu'un, ce matin-là, en savait plus qu'il ne le laissait paraître. L'automne en Normandie n'était jamais d'une douceur absolue. Les feuilles rougeâtres qui recouvraient les rues de Montreuil-sur-Mer offraient un paysage digne d'une carte postale. Mais l'air froid et mordant rappelait que cette beauté était éphémère. C'est dans ce décor que Luc Morel, aujourd'hui photographe de renommée internationale, marchait, la tête baissée, vers le commissariat. Le poids de sa mallette en cuir lui paraissait plus lourd qu'il ne l'était en réalité. En arpentant les ruelles étroites, Luc se remémora sa vie avant la disparition d'Élodie. À l'époque, il n'était qu'un jeune photographe qui tentait de se faire un nom sur le marché français. Il gagnait sa vie grâce aux événements mondains, mariage, baptême, anniversaire, et la cérémonie de Camille et Étienne aurait été l'occasion rêvée de faire étalage de son talent. La clientèle aisée que le couple attirait pouvait lui ouvrir des portes. Mais tout s'écroula le matin même où l'organisatrice de mariage disparut. Luc parlait rarement de sa vie privée, mais il était impossible de ne pas remarquer à quel point les événements l'avaient transformé. Les années lui avaient laissé un air fatigué, des mains agitées et un silence qui, de l'avis de ses collègues, paraissait parfois trop renfermé. On pensait que c'était simplement le poids de sa profession, mais il y avait autre chose. Il portait en lui quelque chose depuis ce jour au château, quelque chose qu'il avait seulement décidé d'affronter maintenant. À son arrivée au commissariat, il fut accueilli par le commandant Armand Lefebvre, qui avait succédé à l'ancien enquêteur. Méticuleux, Armand était connu pour examiner chaque détail, comme s'il s'agissait des pièces d'un puzzle. Sa posture rigide contrastait avec la douceur de son regard, une qualité rare chez les policiers de la région. « Monsieur Morel ?» demanda-t-il en serrant la main du photographe. « J'ai reçu votre message. Vous disiez avoir des informations importantes concernant la disparition d'Élodie Marchand. » Luc hocha simplement la tête et suivit le commandant jusqu'à une pièce privée. Le décor était simple. Une table en bois, 2 chaises, une petite fenêtre donnant sur la rue. Rien ne ressemblait à la splendeur du château où tout avait commencé, mais c'était peut-être mieux ainsi. Armand observait le photographe avec attention, comme s'il cherchait à décrypter non seulement ses paroles, mais aussi son silence. Luc ouvrit lentement la mallette, révélant des enveloppes jaunies contenant des négatifs. Le commandant fronça les sourcils, comprenant aussitôt l'importance de ce matériel. Les négatifs étaient des documents bruts, impossibles à manipuler sans laisser de traces. « Celle-ci, dit Luc en touchant les papiers comme s'ils étaient trop fragiles, sont des photos que j'ai prises avant de disparaître. Des photos que je n'ai jamais développées. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai tout simplement pas eu le courage. » Les images, vues à la lumière de la table, montraient le couloir ouest du château. Le même couloir où Élodie avait été vue pour la dernière fois. Sur l'une des photos, l'organisatrice de mariage apparaissait en arrière-plan, marchant d'un pas rapide, comme si elle allait rejoindre quelqu'un. Elle ne semblait pas effrayée, elle paraissait déterminée. Une autre photo montrait une ombre allongée se profiler au bout du couloir. Impossible d'identifier qui c'était, mais cette silhouette avait quelque chose d'inquiétant. Une posture rigide, peut-être masculine, ou peut-être était-ce simplement un effet de l'éclairage ancien du château. Armand étudia chaque détail avec une précision quasi chirurgicale. Pour lui, il s'agissait de bien plus que de simples preuves photographiques. C'était un nouveau point de départ, un fil conducteur négligé pendant près de 20 ans.
Mais le mystère ne se limitait pas aux seules images. En réexaminant le contexte de l'époque, d'autres éléments ont commencé à refaire surface. Camille Dupré, par exemple. Après l'annulation de son mariage, elle ne fut plus jamais la même. L'héritière, jadis si rayonnante, s'isola dans son vignoble de la Loire, fuyant la presse et toute mention de l'événement. Elle devint célèbre pour son extrême rigidité, licenciant des employés pour des raisons futiles et refusant toute participation à la vie sociale. Certains disaient qu'elle conservait encore sa robe de mariée, comme pour entretenir une plaie vive. Étienne Girard, quant à lui, connut un destin différent. L'avocat s'installa à Paris quelques mois après la disparition et y bâtit une carrière encore plus solide. Il n'évoqua plus jamais publiquement cette affaire, bien que certains aient affirmé qu'il avait consulté des thérapeutes et des spécialistes du sommeil pendant des années, comme si ce matin-là le hantait. Et puis il y avait le château. L'imposant château de Montreuil-sur-Mer continuait de servir de lieu événementiel, mais le couloir ouest acquit une renommée particulière. Des employés de longue date juraient entendre des pas aux aurores, des portes s'ouvrir toutes seules, des échos qui rappelèrent la voix d'une femme. Superstition? Peut-être. Mais la France est un pays où le passé ne dort jamais vraiment. Ses murs portent les stigmates des souvenirs, et les châteaux plus encore. Avec toutes ces informations éparpillées au fil des années, le puzzle restait incomplet. Pourtant, la présence de Luc signifiait qu'une pièce essentielle était sur le point de se mettre en place. Après avoir examiné les points négatifs, le commandant leva les yeux. « Monsieur Morel, pourquoi n'avez-vous apporté cela que maintenant ?» Luc détourna le regard. Son silence était lourd de sens, comme s'il n'était pas encore prêt à dire quelque chose. « Pas dans cette pièce, pas comme ça. Parce que maintenant je sais où elle était. » répondit-il à voix basse. Et je pense qu'il est temps que vous le sachiez tous aussi. L'air de la pièce semblait se refroidir. L'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelque chose qui n'avait pas encore été révélé, mais qui allait bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur cette affaire. Le commandant Armand se pencha en avant, les mains posées sur la table, comme pour tenter de se rapprocher de la vérité par la seule force de sa présence. Luc, en revanche, sembla s'enfoncer dans son fauteuil, comme si chaque mot prononcé le dévoilait davantage qu'il ne l'aurait souhaité. Le silence entre les deux hommes demeurait tendu, vibrant, tel un fil sur le point de se rompre. « Quand vous dites que vous savez où elle était, » commença Armand en articulant soigneusement chaque mot, « faites-vous référence à quelque chose que vous avez vu sur les photos ou à autre chose ?» Luc prit une profonde inspiration et, pour la première fois depuis son arrivée, regarda le commandant droit dans les yeux. Ce n'était pas seulement sur les photos, c'était dans ce qui s'est passé juste après. La phrase planait, lourde de sens. Avant qu'Armand n'ait pu l'interroger, Luc rouvrit sa mallette en cuir et en sortit une enveloppe plus petite, scellée avec du vieux ruban adhésif. Il la fit glisser sur la table, la laissant au centre comme une bombe sur le point d'exploser. « Ceci, dit-il, je l'ai trouvé des semaines après la disparition. Dans mon atelier, l'enveloppe ne contenait qu'un seul objet, une carte mémoire. » Armand fronça les sourcils. La technologie de 2007 n'était pas aussi sophistiquée qu'aujourd'hui, mais les appareils photo professionnels permettaient déjà de courts enregistrements. Certains photographes utilisèrent ces cartes pour des vidéos expérimentales, et Luc était de ceux-là, un fait qui n'avait jamais été mentionné durant l'enquête. « Et qu'y a-t-il là-dedans » demanda le commandant. Luc déglutit difficilement. « Quelque chose que je n'avais pas eu le courage de montrer. Pas jusqu'à maintenant. » Armand appela un technicien du commissariat qui apporta un ordinateur portable spécialement conçu pour l'analyse. La carte fut insérée, le fichier trouvé, et une vidéo de 38 secondes commença à se lancer. L'écran, d'abord sombre, s'illumina bientôt, révélant l'intérieur du château, le couloir ouest, la même caméra qui avait pris les photos de Luc. La vidéo tremblait. On aurait dit que le photographe avait accouru, après avoir entendu du bruit. Puis, l'image s'est stabilisée. Le couloir était vide, à l'exception de deux silhouettes, Élodie et une autre personne partiellement dissimulée dans l'ombre.
La silhouette était difficile à distinguer, mais la posture était rigide, presque agressive. Élodie fit un geste, visiblement irrité. L'autre personne garda la tête inclinée comme pour s'expliquer. La vidéo était muette, on ne voyait que des mouvements rapides et intenses. Le corps de la maîtresse de cérémonie trahissait sa tension, mains tendues, épaules raides. Et puis, quelque chose a changé. La silhouette dans l'ombre fit un pas en avant. Élodie recula, puis un autre. Elle recula encore jusqu'à se retrouver dos au mur. La vidéo s'interrompit brusquement lorsque l'ombre leva le bras. On ne savait pas s'il s'agissait d'une menace, d'un geste de défense ou de quelque chose de tout à fait différent. L'entraîneur a interrompu l'enregistrement. Armand prit une profonde inspiration et posa ses coudes sur la table. « Pourquoi ne nous l'avez-vous pas donné plus tôt ?»« Parce que je ne comprenais pas ce que je voyais, » répondit Luc, « et parce que j'avais besoin d'en être sûr. Ce jour-là, j'ai cru avoir capturé quelque chose de trop dangereux, quelque chose qui pouvait détruire la vie d'un innocent ou protéger celle d'un coupable. » Armand se leva et se mit à arpenter la pièce, absorbant les informations. Pour lui, il ne s'agissait pas simplement d'une vieille vidéo, c'était l'occasion de rouvrir une affaire qui avait mal vieilli, truffée de lacunes et de conclusions hâtives. « Reconnaissez-vous la personne sur la vidéo ?» demanda-t-il sans détour. Luc hésita mais ne se détourna pas. « Pas à ce moment-là. Aujourd'hui, je crois bien. » La confession fut un coup de massue. Le commandant s'approcha, posa les mains sur la table et se pencha sur le photographe. « Qui est-ce » Luc était une source d'inspiration profonde. Quelqu'un qui était présent au mariage, quelqu'un de très proche du couple. Il n'a pas dit son nom. Pas encore. Mais cette hésitation était révélatrice. Le commandant savait que, face à une affaire ancienne, le danger résidait dans le fait de combler les lacunes par des suppositions. Mais là, en voyant l'air soucieux de Luc, il comprit que cette crainte était fondée. Pendant ce temps, au château, devenu une attraction touristique populaire, une équipe d'entretien a fait une découverte fortuite. Un employé, réparant une fuite dans le couloir ouest, a trouvé une petite fissure derrière une planche descellée. Il s'agissait d'un ancien trou, probablement un élément de la structure d'origine. Un détail que personne n'avait remarqué auparavant. Un détail qui aurait pu passer inaperçu pendant des années. À l'intérieur de cette fissure, il y avait des griffures. Des griffures profondes et répétées, comme si quelqu'un avait essayé de s'échapper. Avant même d'être rapporté à la police, la découverte a circulé parmi les employés comme une terrible rumeur. Lentement, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, mais aucune ne formait encore l'image complète. Au poste de police, Armand reprit son poste. « Monsieur Morel, rouvrons l'enquête. Mais j'ai besoin que vous répondiez clairement. Pourquoi pensez-vous savoir où se trouvait Élodie ?» Luc ferma les yeux pendant quelques secondes. « Parce que juste après l'annulation du mariage, dit-il, la voix brisée, quelqu'un m'a envoyé un message anonyme, une adresse, une heure. J'y suis allé, et qu'est-ce que j'ai trouvé ?» Il s'interrompit au milieu de sa phrase, comme si le souvenir l'avait saisi à la gorge. « Qu'avez-vous trouvé ?» insista le commandant. « La preuve qu'elle n'a pas quitté le château. Pas seule. » Armand garda le regard fixe. C'était là le conflit manquant, le point de rencontre des intentions, des peurs et des secrets. Luc se leva de sa chaise, la mallette en cuir pressée contre sa poitrine. « Commandant, ce que je vais vous dire va tout changer, mais d'abord, j'ai besoin que vous reveniez au château avec moi. » Cette requête a marqué le début d'une nouvelle phase, non seulement dans l'enquête, mais aussi dans la tension croissante entre le passé et le présent. Il y avait quelqu'un, quelque part en France, qui avait vécu pendant 18 ans en croyant que ses secrets étaient enterrés. Et maintenant, cette personne commencerait à sentir le nœud coulant se resserrer. Le château fut fermé aux visiteurs le lendemain matin, sur ordre de la police locale. Le commandant Armand traversa le hall principal d'un pas assuré, suivi de Luc quelques mètres plus loin. L'endroit paraissait encore plus vaste après tant de rénovations modernes, mais le couloir ouest demeurait pratiquement intact, comme une capsule temporelle, préservée par le destin. « Je voudrais commencer par ici. »
dit Armand en désignant les 3 couloirs. « C'est ici qu'Élodie a été vue pour la dernière fois. C'est ici que vous avez pris les photos. Et maintenant, nous avons trouvé des traces dans une fissure derrière le plancher. Ce n'est pas un hasard. » Le couple s'approcha du mur où se trouvaient des marques relevées par les policiers. Le technicien du commissariat avait déjà éclairé l'intérieur de la fissure. C'était un petit espace, trop étroit pour abriter une personne, mais pas pour dissimuler quelque chose de plus important. « Ce bois a été remplacé », expliqua le technicien. « Pas récemment, mais il y a des années. L'usure est irrégulière. » Luc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cela semblait confirmer ce qu'il avait toujours craint. Quelqu'un avait trafiqué cet endroit après la disparition d'Élodie. Armand observa l'espace avec méticulosité. « Ce château possède-t-il des tunnels ?» demanda-t-il. « La plupart des châteaux normands en ont, » répondit Luc presque à voix basse. « Des tunnels pour s'échapper, stocker des provisions, s'abriter. Mais celui-ci n'a jamais fait l'objet de documents publics à ce sujet. » « Les documents publics, » répéta Armand. « Mais il est possible que des documents internes aient été omis. » Pendant qu'ils analysaient le mur, un 3e personnage fit son apparition. Juliette Moreau, historienne du patrimoine local et spécialiste de l'architecture française du XVIIe siècle. Appelée à la rescousse pour les aspects structurels du château, elle arriva munie de volumineux dossiers, de cartes et de plans anciens. Juliette était vive d'esprit, perspicace et possédait une capacité impressionnante à relier les détails historiques aux détails architecturaux. Cependant, elle dissimulait aussi une agitation latente qu'elle laissait rarement transparaître, mais qui se manifestait par de petits gestes, comme son habitude de tapoter du doigt lorsqu'elle était nerveuse. « Vous aviez raison, » dit-elle après avoir examiné les documents. Le château possède bien un couloir secondaire, construit entre 1680 et 1690. Il ne s'agissait pas d'un long tunnel, mais d'un passage de service utilisé par les employés de l'époque. Il reliait ce couloir à l'entrepôt inférieur. Il a été désactivé et scellé lors de la restauration du château au début du XXe siècle. Luc sentit son estomac se nouer. Un couloir caché. Une zone obscure du plan initial, quelque chose qui n'apparaissait pas dans les archives modernes. Et ce couloir, poursuivit Juliette, passe directement derrière ce mur. Un silence pesant s'abattit sur le trio. Armand s'approcha d'elle. « Pouvez-vous nous montrer le plan complet de l'étage ?» Juliette déplia une vieille carte sur la table de fortune du château. Les lignes étaient irrégulières, mais lisibles. Un étroit couloir descendait de là, menant à un ancien entrepôt servant à stocker les provisions durant les hivers rigoureux. Celui-ci, expliqua-t-elle en montrant le dessin, n'existe plus. Du moins, plus officiellement. Luc passa la main sur la carte. Les souvenirs semblaient envahir sa vision, mêlant passé et présent. L'enveloppe anonyme, l'adresse, l'heure, l'endroit où il avait rencontré quelque chose, ou quelqu'un, des années auparavant. Mais il n'était pas encore prêt à tout révéler. Armand comprenait le conflit intérieur du photographe, mais décida d'aller de l'avant avec ce qu'ils avaient réalisé. « Ouvrons ce mur », ordonna-t-il, mais avec la plus grande prudence. Il pourrait y avoir quelque chose à l'intérieur. Pendant que les techniciens commençaient à retirer l'ancienne dalle, une autre affaire a commencé à se profiler au loin. À environ 80 km de là, dans la vallée de la Loire, Camille Dupré a reçu un appel inattendu d'un numéro de police de Montreuil-sur-Mer. Elle n'avait pas répondu aux appels de la région depuis des années, mais ce jour-là, quelque chose l'a poussée à décrocher. « Madame Dupré ? Ici le commandant Lefebvre. Nous rouvrons le dossier Élodie Marchand. » À l'autre bout du fil, le silence régnait. Un silence si profond que le commandant dut vérifier si la connexion était toujours active. « Madame ? Vous m'écoutez ? » « Oui, commandant, » répondit-elle finalement. « Mais je ne comprends pas pourquoi rouvrir cette affaire après tout ce temps. » La voix de Camille était froide, mais il y avait aussi une tension presque imperceptible, quelque chose qu'elle essayait de dissimuler. « Nous avons trouvé de nouveaux éléments de preuve, » a déclaré Armand, « et nous souhaiterions que vous soyez présent lors de la nouvelle inspection du château. »« Au château, » répéta Camille après un long silence. « Non, je n'y retournerai pas. »
Ce moment révéla quelque chose d'essentiel. Camille ne nourrissait pas seulement de vieilles rancunes. Elle avait peur, vraiment peur. Peur du château, du souvenir et peut-être de quelqu'un. De retour au château, un craquement retentit dans le couloir lorsque la planche céda enfin. Derrière elle, une étroite ouverture apparut. De la poussière ancienne, une odeur de bois humide et un vent froid s'échappaient d'un espace visiblement plus vaste que la fissure initiale. Luc sentit son cœur s'emballer. Armand alluma une lampe torche et la pointa à l'intérieur. Il y avait des marches qui descendaient, de vieux escaliers étroits, couverts de marques. Juliette se couvrit la bouche. « Cela ne figurait pas dans les archives après les réformes », murmura-t-elle. Le commandant se tourna vers Luc. « C'est là que commence la vérité, n'est-ce pas ?» Luc n'a pas répondu, mais son silence en disait long. L'air à l'intérieur de l'ouverture était lourd, chargé d'humidité et d'une froideur qui semblait trop ancienne pour être naturelle. Armand descendit le premier, suivi de Luc et enfin de Juliette, qui insista pour accompagner l'exploration, armée d'une petite lampe torche et d'un courage qui la surprit elle-même. L'escalier était étroit, construit de pierres irrégulières, et les marches craquaient sous leurs pas. Plus ils descendaient, plus les bruits extérieurs s'estompaient. En quelques secondes, le silence enveloppa tout. Comme si le château tout entier s'était mué en un organisme endormi, les observants pénétraient en son sein. « Les réformes de 1903 n'ont pas réglé ce problème », murmura Juliette. « Ce type de construction est antérieur même au plan que j'ai trouvé. »« Plus âgé ?» Armand fronça les sourcils. « De combien plus âgé ? 16e siècle, peut-être 15e, répondit-elle. Cela aurait pu servir de voie d'évasion ou de cachette secrète. Les nobles y dissimulaient du vin, de l'argenterie, des armes. Le commandant interrompit, ou des gens. Luc n'osa pas réagir, mais la phrase résonna douloureusement dans son esprit. Il sentait qu'à chaque pas, un pan du passé se rapprochait, quelque chose qu'il avait tenté d'enfouir pendant des années. Ses doigts tremblaient discrètement, ce qui n'échappa pas à Armand. Au bas de l'escalier, une porte en bois massif attendait, ou du moins ce qu'il en restait. Le bois était pourri, mais des marques profondes, comme des griffures, étaient encore visibles. Certaines longues, d'autres courtes, mais toutes orientées dans la même direction. Juliette les éclaira avec sa lampe torche. Ça ne ressemble pas à de l'usure naturelle. Armand effleura les marques du bout des doigts. Non, ce n'est pas ça, c'est humain. Quelqu'un a essayé de s'échapper. Luc déglutit difficilement. Armand le regarda droit dans les yeux. « Lorsque vous étiez ici pour la première fois, » commença le policier, « avez-vous entendu quelque chose ?» Luc hésita. Un instant, tout le poids des années pesa sur ses épaules. Son regard glissa vers le sol, puis vers le mur, et finalement se posa de nouveau sur le commandant qui attendait sa réponse avec une patience calculée. « Je l'ai entendu » commença-t-il d'une voix tremblante. « La nuit où j'ai reçu l'enveloppe anonyme, quand je suis venu photographier le château, j'ai entendu quelque chose venant d'ici. On aurait dit des pleurs ou un murmure. Je ne suis pas entré. Je ne savais pas qu'il y avait un passage. Mais je l'ai entendu. » Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. « Vous n'avez jamais parlé de ça à la police ?» Luc secoua la tête. Armand n'éleva pas la voix, mais l'air autour de lui sembla s'épaissir. « Vous avez dissimulé des informations dans une affaire de disparition, monsieur Rousseau. »« J'avais peur, » répondit la photographe à voix basse. « Et ce n'était pas seulement la peur de ce que j'avais entendu, c'était la peur de ce que cela pouvait signifier. Je connaissais déjà Élodie, pas personnellement, mais je la connaissais à travers mon objectif. » L'historien le regarda, essayant de comprendre. « Comme ça ?» Luc prit une profonde inspiration. « Je photographiais la ville pour un livre que je réalisais, et à plusieurs reprises, j'en ai pris des photos, toujours près du château. Il me paraissait triste, toujours solitaire, toujours le regard perdu par la fenêtre du premier étage. » Armand plissa les yeux. « Et vous n'avez jamais mentionné cela ?» Luc ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses forces. « Parce que je pensais qu'elle se cachait de quelqu'un. Et si je parlais, je risquais de la mettre encore plus en danger.
Un silence pesant s'abattit de nouveau sur le groupe. Un silence lourd, dense, chargé de non-dits. Armand prit une profonde inspiration, luttant contre l'irritation qui menaçait de monter en lui. « Ouvrons cette porte !» Il frappa ce qui restait du bois, qui céda facilement, révélant l'intérieur de la pièce. Un épais nuage de poussière s'éleva à leur entrée. Le faisceau de leur lampe torche révéla un espace restreint, mais pas aussi exigu qu'ils l'avaient imaginé. Les murs étaient en pierre, et le sol jonché d'objets abandonnés depuis des décennies. Une chaise renversée, boîte cassée, un bocal en verre brisé, et dans un coin, partiellement enfoui sous la poussière accumulée, quelque chose qui coupait le souffle à tout le monde. Un courant. Ce n'était pas une chaîne ordinaire. C'était une chaîne fine mais robuste, du genre de celle qu'on utilise pour attacher les chevilles ou les poignets. La tension dans l'air était devenue presque suffocante. Juliette s'approcha lentement et s'agenouilla près de l'objet. Elle le toucha délicatement. La chaîne était froide, même dans cet environnement supposément étouffant. Trop froide. « Il y avait quelqu'un ici », murmura-t-elle. Armand recula de quelques pas, observant attentivement les alentours. « Ce n'est pas tout », dit-il. « Regardez. » Sa lampe torche éclaira le mur d'en face. Et là, en lettres presque effacées, gravée avec un objet pointu, figurait une phrase « Ils ne me laisseront jamais sortir, ils ne me laisseront jamais partir ». Luc sentit tout son corps trembler. C'était comme si le temps s'était arrêté, figé dans cette phrase. Juliette porta ses mains à sa bouche. C'est trop récent pour dater du 19e siècle. À en juger par le style d'écriture, c'est du 20e siècle, voire du 21e. Armand fixa la phrase du regard, puis Luc. « Je dois vous reposer la question », dit-il d'un ton ferme. « Cette nuit-là, avez-vous vu quelqu'un ici ?» Luc resta silencieux, non pas parce qu'il ne voulait pas répondre, mais parce que, pour la première fois depuis des années, le souvenir est revenu avec clarté, à l'ombre, respiration, la sensation d'être observé. Finalement, il fit face au commandant et dit « Je n'ai pas vu qui c'était, mais je sais que je n'étais pas seul. » La phrase planait dans l'air comme une sentence. Et à ce moment précis, un bruit est venu d'en haut, un claquement sec, fort et inattendu, qui a résonné dans l'escalier. Tous les trois se retournèrent en même temps. Quelqu'un avait bloqué l'entrée, et maintenant, ils étaient piégés là-dessous. L'écho du fracas résonna dans le couloir comme un coup de tonnerre englouti par la terre. Juliette laissa échapper un petit cri instinctif et pointa sa lampe torche vers l'escalier. La lumière vacillante ne perçait que la poussière en suspension et l'obscurité qui semblait animée d'une vie propre. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. C'était comme si l'air était devenu trop lourd pour permettre la moindre respiration. Ce n'était pas le vent. Quelqu'un a fermé la porte, dit Armand, brisant le silence avec une précision qui frôlait la maîtrise. Exprès. Luc sentit son estomac se nouer. L'odeur d'humidité lui parut plus forte, plus dense. Il connaissait cette sensation, la même oppression à la poitrine qu'il avait ressentie cette nuit-là, 18 ans plus tôt, lorsqu'il avait entendu le murmure derrière le mur. Armand illumina l'escalier avec sa propre lampe de poche. « Restez où vous êtes », ordonna-t-il en gravissant prudemment 2 marches. « C'est peut-être instable, ou alors quelqu'un nous observe. » Juliette se rapprocha de Luc, frôlant presque son épaule. « Vous pensez que c'était... qui ?» Sa voix était trop basse, comme si elle avait peur d'attirer l'attention. Luc ne répondit pas immédiatement. Il ne voulait pas se précipiter, mais quelque chose, désormais stimulé par la peur, commençait à faire ressurgir des souvenirs comme les fragments d'un mauvais rêve. « Je ne sais pas », murmura-t-il finalement, « mais je suis presque certain que cette personne a une bonne ouïe, et qu'elle est rapide. » Armand est retombé. « Non seulement la porte est verrouillée, dit-il d'une voix grave, mais elle l'est de l'extérieur. En fait, quelqu'un a posé du poids dessus, plusieurs poids. Nous ne pourrons pas l'ouvrir de sitôt. » Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. « Nous sommes donc coincés ici. »« Temporairement, » corrigea Armand en s'efforçant de garder une posture autoritaire. « Quelqu'un là-haut ne veut pas que nous voyions quelque chose, ou ne veut pas que nous repartions avec quelque chose.
La lanterne de Juliette tremblait légèrement dans sa main. Luc passa la main dans ses cheveux humides de condensation. « Nous n'avons pas encore fouillé toute la pièce, » dit-il, tentant de retrouver ses esprits. Si Élodie était vraiment là, il y a peut-être d'autres traces, ou des objets, ou quelque chose qui explique sa disparition si proche de son mariage. Juliette prit une profonde inspiration. Et pourquoi ne l'a-t-on plus jamais revue? Ils retournèrent dans la petite pièce, désormais encore plus oppressante. La pièce semblait se transformer à mesure qu'ils l'observèrent de plus près. La lampe torche d'Armand révéla un second symbole sur le mur, discret, presque invisible. Ce n'était pas une phrase, c'était un dessin, un cercle inachevé, comme si quelqu'un l'avait commencé puis abandonné avant de le terminer. « Tu reconnais ça » demanda-t-il à Juliette. Elle s'approcha. C'est vieux, mais pas si vieux. On dirait un symbole utilisé en cryptographie au début du XXe siècle. Le cercle brisé, mais ça... » Elle cligna des yeux, surprise. « Ça ressemble à un dessin fait avec un ongle. »« Par un clou ?» répéta Luc, une boule se serrant dans sa gorge. Juliette hocha la tête en montrant les rainures irrégulières. Les outils laissent des marques continues. C'est plus... désespéré. Armand suivit la lumière du regard le long du mur, jusqu'à ce qu'un reflet soudain s'y reflète. Quelque chose de métallique, petit, posé sur le sol. Il se baissa, repoussant la poussière avec sa botte, jusqu'à ce qu'il ramasse un objet presque invisible. Lorsqu'elle leva la main, Juliette la posa sur sa poitrine. Mon Dieu! C'était une boucle d'oreille, plus précisément, une perle sertie dans une petite monture en or blanc, au design minimaliste typique des bijoux français des années 2000. La pièce était tordue et rayée, mais suffisamment intacte pour être reconnaissable. Luc a été le premier à réagir. « La mariée » dit-il d'une voix rauque. Camille Dupré portait des boucles d'oreilles comme celle-ci, le jour de son mariage. Armand fronça les sourcils. « Oui, mais celui-ci est plus petit, plus simple. On dirait un outil que l'équipe organisatrice utiliserait. » Juliette a confirmé. Élodie en avait une paire identique. Je m'en souviens car je l'ai vue sur une photo d'elle, quelques mois avant le mariage. Le silence retomba comme une pierre. Luc sentit un frisson lui parcourir la nuque. « Alors elle était vraiment là, » murmura-t-il. « Ou alors il a été apporté ici, » corrigea Armand. Juliette se tourna lentement comme si quelque chose se formait dans son esprit. « Attends » dit-elle en serrant la boucle d'oreille entre ses doigts pour l'examiner de plus près. La tige est tordue. Ça arrive seulement quand on tire trop fort dessus, comme si elle essayait de s'échapper. L'atmosphère devint encore plus suffocante. Luc, nerveux, se dirigea vers le coin où il avait vu la chaîne. En regardant à nouveau, il remarqua quelque chose qui lui avait échappé auparavant. « Il y a 2 longueurs différentes, » dit-il en s'agenouillant. L'une plus courte, l'autre plus longue, comme s'il s'agissait de 2 points d'attache distincts. « 2 » demanda Armand en s'approchant. « Mais pourquoi ?» Luc leva les yeux. Son visage pâlit. Une personne debout se retrouve coincée par la cheville. « Et l'autre » demanda Juliette avec hésitation. Luc a touché le 2e point d'ancrage. La 2e est plus haute, à hauteur du poignet. Elle sert à maintenir vos bras. Il n'a pas terminé sa phrase. Armand a fait ceci pour lui. Élevé au-dessus de la tête. Un moyen d'empêcher la personne de bouger, a ajouté Juliette. Armand se leva et recula de quelques pas en prenant une profonde inspiration. « Ce n'est pas une pièce secrète, » dit-il d'une voix grave. « C'est une chambre de confinement. » Luc porta la main à son visage, horrifié. Mais pourquoi? Pourquoi lui ont-ils fait ça? Et où est-elle allée? Juliette regarda la phrase sur le mur, les égratignures, la boucle d'oreille. Peut-être qu'elle n'est jamais partie d'ici de son propre chef, murmura-t-il. À ce moment précis, un son retentit d'en haut. Mesure, planche, lourd, passé d'un côté à l'autre. Armand leva la lanterne et fixa son regard sur l'escalier, les muscles tendus. « Il y a quelqu'un là-haut, » dit-il d'une voix basse et calculée. « Et ils attendent que nous essayions de grimper. Encore des étapes, maintenant plus près. » Juliette attrapa le bras de Luc. « Qui pensez-vous que ce soit »
Armand répondit sans quitter l'obscurité des yeux. Quelqu'un qui connaît le château mieux que nous. Une autre étape. Encore plus près. Luc sentit son souffle se couper lorsqu'une pensée brutale le frappa. « Armand !» dit-il, presque en bégayant. « Où sont les archives de la famille Dupré, les anciens propriétaires du château ?» Le commandant n'a pas sourcillé. Classé, sous scellé. Pourquoi? Luc était inspiré, formidable. Mais car Camille n'était pas la seule héritière. Elle avait un frère qui a disparu à l'âge de 14 ans. Juliette se retourna brusquement. Cela n'a jamais été rapporté dans la presse. Je l'ai appris à l'époque, dit Luc d'une voix tremblante. Il a disparu à l'intérieur du château, et Camille n'en a jamais parlé, pas une seule fois. Armand serra les dents. Vous suggérez, mais avant qu'il ait pu terminer sa phrase, la porte à l'étage a grincé. Quelqu'un l'a ouvert. Et la voix qui descendit des ténèbres était basse, déformée, mais clairement humaine. Tu n'aurais pas dû revenir ici. Si vous le souhaitez, je peux passer directement à la partie 7, qui sera encore plus intense, des révélations directes, un déplacement temporel et un lien saisissant avec votre frère. La voix qui descendait l'escalier était d'un calme si inattendu qu'elle fit se crisper Luc. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas un avertissement hystérique. C'était pire, c'était quelqu'un qui semblait maîtriser parfaitement la situation. Armand leva la main, signalant à tous de ne faire aucun bruit. Puis, silencieux comme l'exige l'entraînement militaire, il se rapprocha légèrement du pied de l'échelle, baissant la lumière de sa lampe torche pour ne pas révéler sa position. La voix se fit de nouveau entendre. « Descendez du mur, tenez-vous au centre de la pièce, n'essayez pas de grimper. » Juliette murmura, presque sans voix, « Il sait exactement où nous sommes. » Armand serra les lèvres et posa son doigt sur son nez. Un signal universel pour un silence absolu. Son visage restait impassible, mais les muscles de sa mâchoire tremblaient. Luc prit une profonde inspiration. La peur grandissait en lui, mais en même temps, une étrange détermination commençait à naître. Pendant des années, il avait vécu en fuyant ce moment, en fuyant l'histoire d'Élodie, la culpabilité, l'absence de réponse. À présent, enfin à l'intérieur du château et face à quelqu'un qui en savait bien plus que tous, quelque chose en lui refusait de céder. « Il faut qu'on lui parle », murmura Luc. « C'est la seule solution. Il est là pour une raison. Il ne veut tuer personne. Pour l'instant. » Armand le fixa d'un air sévère. « Luc ne romantise pas les psychopathes. »« Je ne l'idéalise pas, » rétorqua-t-elle fermement. « J'observe. Il n'est pas entré en criant. Il n'est pas entré en courant. Il attend. Cela signifie qu'il veut quelque chose. » Juliette hocha la tête, même si elle tremblait. Il aurait pu ouvrir la porte en grand et nous surprendre dans l'obscurité. Mais il ne l'a pas fait. Il veut contrôler la situation, pas massacrer les gens. Armand soupira, frustré, mais reconnut qu'ils avaient tous deux raison. Il recula de quelques pas, se préparant mentalement à tout mouvement brusque. « Très bien, essayons de communiquer, » dit-il. Mais personne ne monte. Personne ne s'approche de l'échelle. S'il descend, nous saurons qu'il est hostile. Luc fit 2 pas en avant. L'obscurité semblait s'étendre à chaque mouvement. « Nous voulons simplement des réponses », a-t-il déclaré en haussant le ton. « Nous ne sommes pas venus ici pour confronter qui que ce soit. » La réponse fut un rire bref, presque étouffé. « Tu es venu ici pour voler ce qui ne t'appartient pas. »« Qu'est-ce qui ne nous appartient pas ?» demanda Luc en fronçant les sourcils. « Nous cherchons Élodie. » Silence. Lourd. Danso. La tension monta comme de la vapeur brûlante. Puis la voix répondit « Elle n'a jamais quitté ce château. » Cette phrase a frappé le trio comme un coup de poing. Juliette serra son manteau contre elle avec horreur. Armand prit appui fermement sur le sol, se préparant à l'action. Luc sentit ses muscles se contracter. « La connaissiez-vous » hasarda Luc. « Étiez-vous là lorsqu'elle a disparu ?» Un bruit sec résonna au-dessus de vous, comme quelque chose qui traîne sur le sol. La voix répondit, plus basse, plus lointaine. Peut-être que le propriétaire était en train de bouger.
Elle a vu ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Juliette porta sa main à sa bouche. Armand devint encore plus sérieux. Luc sentait son cœur battre si fort que l'écho semblait résonner contre les murs. « Qu'a-t-elle vu » a-t-il insisté. La réponse se présenta sous la forme de pas qui approchaient du haut des escaliers. « Vous allez voir la même chose. » Armand leva la lanterne et la pointa directement vers le bas de l'escalier, mais la lumière ne trouva que le sol vide. Pas une seule ombre humaine. Pas de silhouette. Rien. Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. Il n'est pas dans l'escalier. Armand recula aussitôt de 2 pas. La voix semble provenir d'un écho, d'un tunnel. Il est peut-être à une autre entrée. Le château possède des doubles passages. Luc prit une profonde inspiration. Nous avons donc affaire à quelqu'un qui connaît cet endroit comme sa poche et qui ne l'a jamais quitté. Armand conclut d'un ton sombre. Quelqu'un qui vit ici depuis des années. Tous 3 se rapprochèrent du centre de la pièce, d'où ils pouvaient mieux voir tous les murs et toutes les entrées. Luc s'efforçait de rester concentré, mais son esprit commençait à reconstituer un vieux puzzle. Le frère disparu de Camille. L'étrange refus de la famille de parler de lui, le fait que certaines zones du château étaient interdites d'accès, même avant le mariage. Et surtout, la réaction de Camille elle-même chaque fois que quelqu'un mentionnait Élodie. Luc n'oublierait jamais son expression ce jour-là, il y a 18 ans, un visage qui ne laissait transparaître ni choc ni désespoir, juste une panique contenue, comme si quelque chose de terrible se dévoilait devant elle. Pas à propos d'Élodie, à propos du château. Et maintenant, piégé là, Luc comprit qu'il était plus proche de la vérité qu'il ne l'avait jamais imaginé de toute sa vie d'adulte. Cette prise de conscience l'a transformé. Il n'était plus le jeune photographe apeuré. Il n'était plus l'homme qui évitait le sujet. Il était confronté au passé et déterminé à l'affronter. Juliette l'a remarqué. Elle lui a effleuré le bras. « Luc, tu es différent. » Il leva les yeux. J'ai passé ma vie à fuir son souvenir. Je ne fuirai plus maintenant que je suis à 2 doigts de la vérité. Armand les observa tous les deux, puis parla d'un ton ferme. Nous devons reprendre les choses en main. Si nous attendons qu'il décide de la suite des événements, nous sommes perdus. Luc hocha la tête. Juliette aussi. La pièce a une autre entrée, dit Armand, en scrutant chaque recoin avec sa lampe torche. La voix ne venait pas de l'escalier. Elle résonnait contre le mur est. Juliette s'approcha lentement du mur, passant la main sur sa surface humide. C'est à ce moment-là qu'elle l'a senti. « Ici », dit-il avec un frisson de découverte, « il y a un courant d'air, faible, mais continu. » Luc colla son oreille contre le mur. C'était presque imperceptible, mais oui, il y avait bien un léger souffle de vent derrière ce mur. Armand baissa la lampe torche et trouva ce qu'il cherchait, un petit interstice entre 2 pierres, invisible à l'œil nu, sauf lorsque la lumière le frappait sous un angle précis. « Une porte camouflée », murmura-t-il. Luc prit une profonde inspiration. « Il est là-bas », Armand ajusta son manteau, se préparant comme s'il s'armait pour une attaque frontale. « Et c'est ainsi que nous le poursuivrons », conclut-il. « Ensemble, sans hésitation. » Juliette déglutit difficilement, mais garda un regard fixe. Luc a fait le premier pas. « Je ne suis plus là pour fuir, » dit-il, presque pour lui-même. « Je suis là pour terminer ce que j'ai commencé cette nuit-là. » Armand ouvrit le couvercle métallique dissimulé sous la fissure. Un mécanisme ancien qui, d'une simple pression, révélait une étroite ouverture sombre d'où s'échappait un air froid comme le souffle d'un être vivant. Juliette serra fermement la lanterne. Luc est entré le premier. « Brisons ce silence, » murmura-t-il. Et tous 3 disparurent dans le couloir secret, vers le cœur du château et vers les réponses qui allaient tout changer. Le couloir secret était si étroit que Luc pouvait à peine y marcher sans se frotter les épaules contre les parois glacées. L'air y était imprégné d'une odeur ancienne et dense, comme si rien n'avait circulé dans cet espace depuis un siècle. Seule la lueur vacillante de la lanterne de Juliette perçait l'obscurité, dévoilant un sentier sinueux de pierres irrégulières. Armand fermait la marche, maintenant un rythme régulier, à l'affût du moindre bruit pouvant indiquer une autre entrée cachée. « Il n'est pas loin »,
murmura le commandant. Ici, chaque écho semble doubler. Difficile de savoir exactement où il se trouve, mais il nous écoute. Juliette ajusta son écharpe autour de son cou, comme si elle pouvait la protéger d'une certaine manière. « S'il vit ici depuis des années, dit-elle doucement, alors ce labyrinthe est sa maison. Il connaît chaque recoin, chaque trou, chaque angle mort. » Luc avançait, guidé plus par la détermination que par le courage pur. Chaque pas semblait l'enfoncer plus profondément dans des souvenirs enfouis, ceux qu'il avait évités pendant près de 20 ans. À chaque respiration, il sentait Élodie plus proche, à chaque ombre plus présente. Le couloir débouchait finalement sur une pièce plus grande et basse, remplie d'objets soigneusement disposés sur le sol, de vieilles lanternes, des couteaux rouillés, des chaînes démontées, des bouts de tissu, des coupures de journaux français des années 2000. Et au centre, une boîte en bois. Juliette pointa la lampe torche. Ceci est un fichier. Il stocke des choses, des traces. Armand s'arrêta près de l'objet et l'examina sans le toucher. Ici, rien n'est laissé au hasard. Tout est organisé. Ce n'est pas une cachette improvisée. C'est une collection personnelle. Luc sentit son cœur s'emballer. Une collection de quoi ? Juliette s'agenouilla et prit une profonde inspiration avant d'ouvrir le couvercle de la boîte. Lorsqu'il se leva, l'air sembla disparaître de la pièce. À l'intérieur, il y avait des photographies, des dizaines, peut-être des centaines. Des photos développées à l'ancienne, de différentes époques, mais avec un point commun évident. Elles avaient toutes été prises à l'intérieur du château. Certaines montraient des couloirs vides, d'autres, portes entr'ouvertes, et certains ont montré aux gens, le personnel du château, les visiteurs, les touristes, et même, de temps à autre, un couple qui avait loué les lieux pour des événements privés. Mais il y avait une absence totale. Aucune des photos ne montrait Camille. Aucun d'eux n'a montré la famille Dupré. Aucun d'eux n'a montré d'enfant. Luc déglutit difficilement. Il a toujours été là, murmura-t-elle, toujours à nous observer. Armand continua de regarder autour de lui. Ne touchez à rien pour l'instant, il pourrait y avoir des pièges. Vérifiez s'il y a des mécanismes cachés. Juliette prit délicatement l'une des photos qui se trouvaient en haut du dossier. J'ai eu un frisson d'effroi. « Luc, dit-elle d'une voix tremblante, celle-ci est pour toi. » Il s'approcha, incrédule. C'était une photo de lui, 18 ans plus jeune, prise de dos alors qu'il photographiait les préparatifs du mariage. L'angle était impossible à prendre pour un invité. Trop haut, trop loin, impossible à repérer. Cette photo n'aurait pu être prise que par, commença Juliette. Des passages supérieurs, termina Armand. Luc eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Juliette continua de fouiller dans la boîte jusqu'à ce qu'elle trouve une enveloppe jaunie. Il y a quelque chose ici, quelque chose qui diffère du reste. Armand observait chaque mouvement avec une précision militaire. Juliette ouvrit lentement l'enveloppe et en sortit une série de petites photographies. 3 précisément. Quand il l'a vue, il a émis un son saccadé. Luc a ramassé une des photos. Era Élodie. Mais pas l'Élodie souriante des affiches, ni la professionnelle irréprochable de l'événement. C'est Élodie qui se trouvait dans cette même pièce où ils avaient trouvé la boucle d'oreille, pris, avec le même cercle incomplet derrière elle. Et ce n'était pas tout. Sur la deuxième photo, elle était de profil, regardant quelqu'un hors champ avec une expression de supplication et de terreur absolue. La troisième photo était la pire. C'était une main. Une main masculine mince et osseuse tient le menton d'Élodie pour la forcer à regarder la caméra. Juliette recula d'un pas et porta sa main à sa bouche. Il a tout documenté. Armand ferma les yeux un instant, comme pour absorber le poids de la révélation. Cet homme n'est pas simplement un survivant du château, dit-il d'une voix grave. C'est un prédateur méticuleux. Luc serra les photos entre ses doigts. Alors pourquoi le cacher? Pourquoi tout ranger avec autant d'ordre? Pourquoi tout laisser intact, comme s'il s'agissait d'un sanctuaire? Juliette toucha l'enveloppe, parce que c'est son monde. Le château est son monde, et Élodie faisait partie de ce monde, tout comme d'autres avant elle.
Armand s'approcha du seul détail de la pièce qui se démarquait de tout le reste. Une lourde et ancienne porte en bois avec une petite ouverture en haut. « Par ici, dit-il. C'est par là qu'il veut que nous allions. » Juliette frissonna. « Voulez-vous que nous entrions ?»« Il nous guide, » a ajouté Armand. « Tout ceci n'est qu'une préparation. Il veut que nous découvrions quelque chose, ou que nous participions à quelque chose. » Luc alluma la lampe torche et se leva. « Nous ne reculerons pas, pas maintenant. Pas après tout ce que nous avons vécu. » Juliette prit une profonde inspiration. « Es-tu sûr ?»« Je l'ai, » répondit Luc d'un ton ferme. « Il nous conduit vers le point culminant de tout cela, et quoi que ce soit, je dois le voir. » Armand poussa la porte. Elle grinça lentement, presque dramatiquement, révélant un couloir encore plus sombre que le précédent, un tunnel descendant vers le centre du château, où la pierre semblait vivante. Juliette recula d'un pas, mais Luc avança. « Allons-y, dit-il, je suis prêt. » Et pour la première fois, il l'était vraiment. Les années qui suivirent la révélation de l'enlèvement de Valérie bouleversèrent la vie de tous ceux qui étaient concernés par ce mariage interrompu. Mais si la vérité avait enfin éclaté, certaines blessures restaient vives. Certains trouvèrent la paix, d'autres non. La reconstruction de Valérie a passé des mois en thérapie psychologique intensive. Même après 18 ans, les traumatismes restaient comme des cicatrices ouvertes. Elle cherchait à retrouver son identité perdue, mais elle découvrit qu'en pratique, c'était comme réapprendre à marcher. C'était étrange de se regarder dans le miroir et d'y voir une version adulte, une version qui n'avait jamais eu la chance de mûrir naturellement. La presse, bien sûr, n'arrangeait rien. Chaque nouveau titre à la une, c'est plus de pression. Une organisatrice d'événements disparue réapparaît après 18 ans, l'affaire choque Paris. Une femme perdue dans les bois vit pendant des années sous l'emprise psychologique de son ravisseur. Elle a évité les interviews. Le seul à avoir réussi à la convaincre de parler fut Louis, le photographe, non pas pour publier, mais pour recueillir son témoignage avec dignité. Il lui promit que les images ne seraient utilisées qu'avec son autorisation. Il devint une sorte de protecteur affectif pour elle durant cette période, sans jamais toutefois dépasser les limites. Louis avait une femme et 2 jeunes enfants, et Valérie respectait profondément cela. Cependant, il y avait un détail qu'il n'avait jamais révélé à personne. Il s'est senti coupable dès le premier jour. Après tout, s'il était arrivé plus tôt sur le lieu du mariage ce matin-là, il aurait peut-être vu Étienne rôder autour du château. Une pensée qui le hanterait pour le restant de sa vie. Le destin d'Étienne. Le procès d'Étienne dura près d'1 an, tant les preuves étaient but complexes. Jusqu'au dernier moment, il tenta de convaincre le tribunal qu'il avait agi par amour, qu'il voulait seulement protéger Valérie d'une vie qui la détruirait. Rien de tout cela n'a convaincu le jury. Les photos, les documents, la lettre trouvée dans la cabine, les enregistrements récupérés, tout cela dressait le portrait d'un homme obsessionnel, dangereux et méticuleusement calculateur. Étienne a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Le jour du prononcé de la sentence, Valérie fut discrètement conduite dans une pièce privée où elle n'aurait à affronter personne. Louis l'accompagnait. Elle tremblait tellement qu'elle semblait sur le point de s'évanouir. Mais lorsqu'elle apprit la nouvelle, elle dit simplement « J'ai toujours su qu'il ne me laisserait pas mourir. Il voulait que je vive, mais seulement pour lui. » Louis n'a jamais oublié cette phrase. L'impact sur Claire et Martin Clair, la mariée, a vécu des montagnes russes émotionnelles. Bien qu'elle soit heureuse que Valérie ait été retrouvée vivante, cela l'a confrontée à un vieux fantôme. Elle avait continué sa vie sans son ami. C'était naturel. Personne ne s'attend à ce que quelqu'un ait 18 ans, mais cela la blessait quand même. Pendant la période où elle a cru que Valérie s'était enfuie, Claire a été rongée par une immense honte et une profonde culpabilité. La découverte de l'enlèvement l'a certes innocentée, mais n'a pas effacé les cicatrices. Elle a essayé de reprendre contact avec Valérie. Il a essayé à plusieurs reprises. Mais Valérie a poliment demandé qu'on lui laisse de l'espace. Ils se sont enlacés une seule fois, après la condamnation d'Étienne.
Dans cette étreinte, il y avait de l'amour, de la douleur et un océan de choses qui ne seraient jamais dites. Martin, le fiancé de l'époque, a refait sa vie. Il est parti vivre dans un autre pays, s'est marié, a eu des enfants et a rarement évoqué cette liaison. Pour lui, cette découverte marquait la fin d'un cycle qu'il aurait préféré ne jamais vivre. Une nouvelle vie en Bretagne. Après 2 ans de suivi intensif, Valérie a pris une décision radicale. Il s'installa dans un village côtier de Bretagne, à l'extrême ouest de la France, loin de Paris, loin du château, loin des souvenirs d'Étienne. Elle commença discrètement à travailler à la restauration de vieilles photographies, ironiquement quelque chose qu'elle avait appris de Louis, qui continuait de lui rendre visite de temps à autre avec sa femme et ses enfants. Sa petite maison était perchée au sommet d'une falaise. Elle offrait une vue sur la mer. C'était calme, mais pas solitaire. Un jour, près de 3 ans après sa libération, le facteur a livré un colis sans adresse de retour. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul objet, un appareil photo ancien, soigneusement restauré, et une remarque, afin que vous puissiez consigner l'avenir et non le passé. Valérie savait qui l'avait envoyé. Elle sourit pour la première fois depuis longtemps. Le mystère final, ce que Louis a découvert, l'histoire semblait terminée. Il semblerait. Mais Louis avait gardé un secret qu'il n'avait jamais osé révéler, jusqu'à ce jour-là. Des mois avant que Valérie ne s'installe finalement en Bretagne, Louis décida de photographier la cabane où elle avait été retenue pendant 18 ans, afin de constituer une archive documentaire complète avant que les autorités ne démolissent les lieux. Au beau milieu de cette visite, il a trouvé quelque chose que les enquêteurs avaient oublié sur place. Une photographie dissimulée dans un faux compartiment derrière un panneau mural. La photo montrait Valérie, encore jeune, peut-être 2 mois avant l'enlèvement, marchant dans une rue près de chez elle. Mais ce n'était pas le plus inquiétant. Dans un coin du papier photographique, à quelques centimètres seulement, se dessinait une silhouette partiellement floue, un homme, haut en particulier, à la suite de Valérie, Héra Étienne. 2 mois auparavant, tout le monde pensait qu'il ne la connaissait même pas. L'obsession n'avait pas commencé avec le mariage. Cela avait commencé bien plus tôt, bien avant même qu'elle sache qui il était. Louis a conservé cette photo pendant près de 3 ans. Il pensait qu'en lui annonçant cela, Valérie serait anéantie, qu'elle avait besoin de croire que sa vie recommençait à zéro, toute neuve et pleine de fraîcheur. Mais ce jour-là, en lui envoyant l'appareil photo, il avait également joint une enveloppe scellée qu'elle n'a ouverte que des semaines plus tard. En voyant la photo, Valérie a eu un frisson. Non pas par peur, mais par compréhension. Cet homme avait passé sa vie à essayer de se décider. Il avait forgé son destin. Il lui avait volé sa jeunesse. Mais là, alors que la mer grondait contre les falaises, elle a enfin compris. Tout cela n'aurait plus d'importance. Car désormais, enfin, sa vie ne lui appartenait plus qu'à elle-même. Et la photo, symbole d'horreur, devint ce que Louis avait voulu depuis le début, le véritable début de leur liberté. Le tribunal parisien était silencieux lorsque Claire y entra, des semaines après le tournant décisif. La ville semblait figée depuis que l'affaire Louis avait été révélée au grand jour, et plus encore depuis que Valérie avait rompu le silence à l'hôpital psychiatrique. C'était comme si toutes les pièces du puzzle, restées éparses pendant 18 ans, commençaient enfin à s'assembler, mais d'une manière si déformée que personne ne pouvait discerner leur véritable signification. Louis était porté disparu depuis 3 jours, officiellement disparu, officieusement en fuite. Pour Claire, cela ressemblait à une énième répétition cruelle de ce qu'elle avait vécu des années auparavant. Assise à la barre des témoins, elle fixait le juge qui, d'une lenteur exaspérante, feuilletait les documents. L'accusation avait réuni tout le dossier de Louis, des agressions mineures, des cas de harcèlement envers d'anciennes petites amies, des accusations classées sans suite, mais rien de comparable à ce qu'il aurait fait à Valérie. Rien qui explique comment celui qui paraissait si docile et organisé le jour de leur mariage avait pu la séquestrer pendant près de 20 ans. Pendant que le juge parlait, Claire observait les alentours.
Les avocats chuchotaient, les journalistes s'efforçaient de capter le moindre bruit, les gardes échangeaient des regards tendus. Tous semblèrent savoir qu'il manquait quelque chose d'important, quelque chose d'inavoué, une pièce manquante qui allait tout changer. Et ce sentiment tourmentait Claire comme une épine dans le pied. Quand Valérie entra, escortée par 2 psychologues, les murmures cessèrent. Elle était plus forte que les premiers jours après son retour, mais son regard portait encore la marque d'une vie que personne ne comprendrait jamais pleinement. Claire faillit se lever pour la prendre dans ses bras, mais se retint. La distance entre elles n'était plus seulement physique, elle était historique, émotionnelle, traumatique. La séance se poursuivit avec des questions, des documents et des reconstitutions des faits. Valérie répondit d'une voix ferme mais concise, évitant les détails susceptibles de la déstabiliser. Finalement, le juge posa la question qui planait depuis le début. « Madame Dupont, selon vous, Monsieur Louis Morel a-t-il agi seul ?» Valérie prit une profonde inspiration. Claire se pencha en avant, comme si elle pouvait aspirer la réponse dans l'air avant même qu'elle ne soit prononcée. Valérie se tourna alors, non pas vers le juge, mais vers Claire. Et il a dit « non ». La pièce s'est emplie de chuchotements. Il n'était pas seul. Un silence pesant s'installa. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qui d'autre était impliqué dans les événements entourant sa disparition ? A demandé le juge. Valérie baissa les yeux pendant de longues secondes. Lorsqu'elle les releva, son expression était différente, ni brisée, ni fragile, mais froide et résolue. « Quelqu'un qui était avec moi au château ce jour-là, a-t-il dit. Quelqu'un qui savait où je serais quelques minutes avant ma disparition. » Claire sentit son estomac se nouer. Valérie a poursuivi. « Quelqu'un qui avait des raisons de prendre ses distances avec moi. Quelqu'un qui tirerait profit de ma disparition. » Le procureur s'avança, enthousiaste. « Vous insinuez que quelqu'un d'autre a planifié votre disparition ?» Valérie regarda Claire droit dans les yeux, si directement que Claire en resta sans voix. Oui, le salon était paralysé. Valérie a porté le coup de grâce. Elle est ici aujourd'hui. Le monde entier semblait tourner ses têtes vers Claire. Elle ne pouvait pas réagir, elle ne pouvait pas penser, elle ne pouvait pas respirer. Elle m'a livré à lui. Claire se leva brusquement. « Quoi ? Valérie, c'est absurde. Je te cherche depuis des années. Mais avant qu'elle puisse terminer sa phrase, Valérie a finalement complété l'accusation. Par jalousie, par peur que je ne gâche le mariage qu'elle-même ne désirait pas. C'est vous qui me l'avez remis. La salle sombra dans le chaos. Les gardes de sécurité ont avancé. Les journalistes ont crié. Claire chancela en arrière comme si elle avait reçu un coup de poing invisible. Et puis, en un instant presque imperceptible, Valérie sourit, un petit sourire, presque impardonnable, et il murmura, juste à Claire, « J'avais besoin de savoir combien vous pouviez vous permettre de perdre. » Une révélation finale s'abattit comme une lame. Louis n'était peut-être pas le seul manipulateur de l'histoire. Peut-être que Valérie n'était pas seulement une victime, elle aussi. Peut-être que 18 ans avaient engendré des monstres dans plus d'un cœur. Et Claire, encore tremblante, réalisa « elle ne connaîtrait jamais toute la vérité ». 2 ans plus tard, une exposition silencieuse au musée de la photographie de Marseille a attiré l'attention de manière inattendue. Parmi les portraits anonymes figurait une série intitulée 18 ans, auteur LM. Les 5 photos exposées étaient simples, presque banales. Mais la dernière, agrandie aux dimensions d'une fresque, fascinait les visiteurs. Valérie marchant sur la plage à l'aube, se retournant comme si elle était encore poursuivie ou comme si elle chassait quelqu'un. En bas, une courte phrase « Chaque histoire comporte 2 vérités, celle que nous racontons et celle que nous cachons. Si cette histoire vous a mis mal à l'aise, vous a intrigué ou vous a laissé perplexe quant à savoir qui a dit la vérité, n'hésitez pas à partager vos réflexions. Chaque lecteur a sa propre version du coupable. Et c'est précisément ce qui entretient le mystère. Partagez cette histoire avec tous ceux qui aiment les histoires vraies, les affaires non résolues et les fins qui remettent en question nos certitudes. Dites-nous ce qui vous a le plus surpris et quelle version des faits vous croyez. Ici, rien n'est simple, rien n'est permanent. Et peut-être
que le prochain coup d'œil révélera quelque chose qui était passé inaperçu.